Бажаю здоров'я. 85 Salut. ракетних ударів 85 по Україні. frappes de missiles ont été lancées contre l'Ukraine, contre les principales villes en Ukraine, majoritairement contre l'infrastructure énergétique. On comprend très bien quel est le but recherché par l'ennemi. Il n'y arrivera pas. Il pourrait y avoir encore plus de 20 missiles supplémentaires. Donc je vous demande, protégez-vous, descendez dans les abris. Nous savons que ces frappes ont coupé l'énergie dans de nombreuses villes de notre pays. Nous travaillons, nous allons tout rétablir. Gloire à l'Ukraine, nous allons gagner. Nous allons gagner, dit Volodymyr Zelensky, au moment où la présidence demande également une réaction du G20. Pour le moment, rien de nouveau du côté du G20, mais une réaction de principe, évidemment, le plus vite possible. On fait le point avec vous, Nivine Potros. Vous avez regardé toutes les images, étudié les cartes, authentifié tout cela. Dites-nous ce qu'il se passe donc depuis 14h45 à peu près, heure française. Alors regardez cette carte, nous vous avons situé les lieux des différentes attaques qui se sont déroulées depuis un peu moins de 3 heures maintenant, qui ont donc frappé l'ensemble de l'Ukraine, de l'Est au nord du pays. On parle tout simplement de l'attaque la plus massive contre l'Ukraine. C'est Yuri Sak, le conseiller du ministère ukrainien de la Défense, qui nous le disait tout à l'heure sur notre antenne. Et puis vous l'avez entendu à l'instant, le président Zelensky a également précisé 85 missiles se sont donc abattus sur l'Ukraine ces dernières heures. On parle même de 100 missiles selon l'armée de l'air ukrainienne. Alors pour rappel, au lendemain de l'attaque du pont de Crimée, c'était entre 50 et 80 missiles qui auraient été lancés contre l'Ukraine. Cette fois, les chiffres varient entre 85 et 100 attaques massives donc contre plusieurs villes d'Ukraine, dont évidemment Kiev, la capitale, qui a été la première ville touchée. En tout cas, les premières images nous sont parvenues très tôt, aux alentours de 14h50. Vous voyez, ce sont 2 immeubles d'habitation qui ont été visés dans le quartier de Petchersk. On est vraiment au centre de la ville. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a dit qu'une personne avait été décédée dans ces attaques. On a également des précisions sur la situation actuellement dans la capitale ukrainienne. La moitié des habitants sont privés d'électricité. Des coupures volontaires sur l'ensemble du réseau, sur l'ensemble du pays ont eu lieu, mais également dans la capitale. L'objectif, il est évident, économiser de l'électricité au maximum, car c'est vraisemblablement les infrastructures électriques qui ont été visées, hormis donc ces immeubles d'habitation à Kiev. C'est le cas par exemple dans la ville de Jitomir. Et bien là, des coupures d'électricité ont été notées. On le voit sur ces images, c'est flou, mais visiblement, là où c'est un bâtiment électrique qui a été visé. Frappe également sur la ville de Rivne, sur un site essentiel, nous dit la mairie, sans donner de précision. Même chose dans la ville de Kremenchuk. Cette fois, on dirige plutôt dans l'est du pays. Une frappe sur une infrastructure critique a visé la ville. À Lviv, on en a beaucoup parlé au tout début de cette guerre, là où se réfugiaient les Ukrainiens qui quittaient le pays. Et bien là aussi, à Lviv, ce sont des infrastructures électriques qui ont été visées. Le maire de la ville a très rapidement appelé ses administrés à la plus grande prudence, à rester à l'abri, car évidemment, ces frappes, elles peuvent encore se poursuivre. Dans la ville de Kharkiv, les images vont vous parvenir dans quelques instants. On est actuellement en train de les vérifier. Le métro a été coupé. La ville est entièrement plongée dans le noir. Image très impressionnante que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Et puis dans la ville de Soumy, cette fois beaucoup plus au nord, des interruptions volontaires électriques également ont été mises en place à la suite donc de ces attaques. Vous l'avez compris, le président Zelensky l'a dit, ce sont bien les infrastructures électriques qui, encore une fois, ont été la cible des Russes, avec là encore cette affirmation du chef adjoint de la présidence. Les terroristes russes ont mené une nouvelle attaque planifiée contre des infrastructures énergétiques. La situation est critique. Encore une fois, ce sont donc les civils qui sont visés via ces attaques
contre les infrastructures électriques. Merci beaucoup. Merci Nivine. Pour ce qui concerne Kharkiv, effectivement, tout à l'heure on était avec Evgeny, habitant de Kharkiv, qui nous a fait son direct dans le noir. On s'est bien rendu compte que l'électricité était coupée. Sur ce plateau, je ne vous ai pas présenté, pardon, Olivier Weber. Qu'est-ce qu'il y a besoin de vous présenter? Je ne suis pas sûre. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes grand reporter. Vous avez écrit notamment Naissance d'une nation européenne, réflexion sur la question ukrainienne. Tellement d'actualité. Yves Doutrillo, qui est avec nous également, ancien ambassadeur de France à l'OSCE et représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Vous êtes le bienvenu. Le général Chauvencier et Valérie Nataf sont toujours avec nous. Valérie, une chose, l'Ukraine demande une réaction du G20. Une réaction de principe de la diplomatie. Pas de nouvelles pour le moment. Des pays, pour l'instant, non. Des nouvelles Mais on a une réaction de la Maison-Blanche, un communiqué de la Maison-Blanche qui nous indique que les frappes russes sur l'Ukraine ne feront qu'approfondir les préoccupations des pays membres du G20. On sait bien qu'il y a un projet de communiqué qui est sur la table, un projet de communiqué qui reprend le terme de guerre en Ukraine, déjà... Je pense que pour les Russes, ce n'est pas vraiment un bon signe. Et ce communiqué précise que la plupart des membres condamnent fermement le conflit. Donc, on voit que les États-Unis essayent là de pousser leur avantage, si j'ose dire, avec les frappes russes sur l'Ukraine pour essayer d'obtenir une majorité la plus large possible des pays membres du G20 pour s'associer à cette condamnation de la guerre. Ça a l'air presque formel. Mais dans cette guerre de communication, tout est bon à prendre. Oui, et puis dans le G20, il y a la Chine, il y a l'Inde. Pas si formel que ça, parce que dans ce fameux G19, c'est comme ça qu'on l'appelle, comme le président Zelensky l'appelle, il y a quand même, comme vous dites, la Chine et l'Inde qui n'ont jamais voulu condamner, qui se sont toujours abstenus. Alors c'est pour ça que le projet de communiqué est ambigu, puisqu'on dit la plupart des pays. C'est ce que je dis. Exactement. Et... on pouvait même avoir des doutes si un texte aussi prudent pourrait cependant être accepté, parce que d'habitude le G20 décide à l'unanimité, c'est la règle du consensus, qui est assez classique dans ce genre de groupe. Alors là, effectivement, ces malheureux et criminels bombardements d'aujourd'hui vont peut-être faciliter l'adoption de ce texte dans la nuit. Alors, on est en train de surveiller, pour tout vous dire, on est en ligne avec nos équipes qui sont sur place à Bali. Quelque chose d'intéressant sans doute à décrypter, et je vais vous demander ce que vous en pensez, Olivier Weber. Ces frappes sur l'Ukraine, elles ont commencé vers 14h30, 14h45 heure française. On a vu qu'au début, on a eu Kiev bombardé, puis ensuite d'autres Kharkiv, et puis ensuite Lviv, et puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait eu sur tout le pays, ça avait tapé sur tout le pays. Le conseiller du ministère de la Défense est avec nous dit il y a plus de 100 missiles qui sont tombés, ça n'est pas terminé encore, c'est l'attaque la plus massive depuis le début de la guerre. On apprend au même moment que ces missiles tombent sur l'Ukraine au moment où Sergueï Lavrov met un pied dans l'avion pour quitter Bali et rentrer à Moscou. Comment est-ce que vous analysez tout ça ? On est dans une dramaturgie très calculée, parce que Poutine n'a pas voulu aller, et pour cause, donc, à Bali, au sommet du G20, du G19. Et on se demandait, il aurait peut-être pu négocier au moins cette alliance un peu bancale avec la Chine ou l'Inde, qui est en train quand même de se fissurer, parce que Xi Jinping, lui, il a intérêt à commercer, il a intérêt à faire en sorte qu'il y ait une meilleure croissance pour la Chine. On est à 3,5% de croissance en Chine, ce qui pour nous paraît énorme. Et en fait, en Chine, on est plutôt sur une croissance molle, voire très très faible, parce qu'on est plutôt d'habitude sur de l'ordre de 6 à 8%. Et donc, Poutine n'a pas voulu y aller pour plein de raisons. Il a peut-être peur aussi de sortir du Kremlin. Donc Lavrov a dit, je ne négocierai pas. Je ne négocierai pas. Et là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est non seulement dans le crime d'agression, enfin l'agression militaire depuis le 24 février, mais aussi dans l'agression économique. L'idée, c'est de détruire économiquement, donc sur l'instant T, géographiquement, l'Ukraine, d'empêcher la reconstruction, d'empêcher évidemment que l'hiver soit moins brutal que prévu. Il va être très dur pour les Ukrainiens, ils le savent, mais ils s'apprêtent quand même au pire. Et puis, deuxièmement, empêcher aussi l'avenir au niveau économique. C'est-à-dire, prenons l'exemple de Kherson. S'il n'y a plus rien à Kherson, s'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage, comment vont fonctionner les jobs, les emplois, l'économie, etc. Donc, il y a une sorte de fuite en avant qui est, je dirais, c'est presque la suite de l'illogisme de Poutine depuis le départ. C'est la fuite en avant, c'est une sorte de politique du pire, et ça veut dire, regardez, j'en ai rien à faire du G20 ou du G19, je bombarde et je continuerai comme cela encore pendant des mois. Oui, et quoi qu'il advienne derrière, en fait. C'est-à-dire ça ne m'apportera pas forcément quelque chose, mais quoi qu'il advienne. En fait, tout à fait. Surtout que quand il y a ce début de négociation, parce que les Ukrainiens ont eu peur aussi de quoi ? Des élections de mid-term. Ils se disaient, peut-être que les Républicains vont avoir une majorité écrasante, ce qui n'était pas le cas. Mais ils savent très bien que
le soutien de l'Occident est finalement très tenu. C'est fragile, ça peut ne pas perdurer pendant les 6 mois ou l'année qui vient. Et là, bon, finalement, les mid-term, ça va pour l'instant. Ils sont à peu près assurés, eux, les Ukrainiens, d'un soutien politique et militaire encore sur le moyen terme. Mais en tout cas, ils savent que ça va être très dur dans les mois qui viennent. On ne sait pas quels sont ces missiles, parce qu'il y a une carence de la part de l'armée russe en missiles. On parle beaucoup des Zolfara, c'est-à-dire en fait des missiles iraniens, et du Fateh 110, qui est un autre type de missiles qui sont déjà en cours de livraison d'après les Américains. Là, c'était quoi Est-ce qu'ils ce que ont vous été nous disiez utilisés? tout à l'heure? On ne sait pas, mais c'est opérationnel. KH-101, des missiles de croisière russes. Missiles de croisière russes. Ils ont été identifiés. Manifestement. Donc c'est des missiles de croisière russes qui ont été utilisés dans les premiers renseignements qu'on a eus. Au moins sur Kiev, voilà. En tout cas, il y a du stock qui est arrivé de Téhéran, c'est sûr, et des formateurs qui sont arrivés. Est-ce que, Yves Doutrillo, il n'y a pas aussi quelque chose à analyser, à mettre en parallèle? Un des images de Volodymyr Zelensky hier à Kherson, où c'était quand même, pour les Russes, sans doute la deuxième humiliation en une semaine de le voir arriver aussi vite, sans casque, sans gilet pare-balles, rester au milieu de la population, etc. Et deux, de ce que Zelensky, toujours lui, a demandé au G20 la nuit dernière, à savoir son plan en 10 points pour essayer de parvenir à la paix. Est-ce que ce n'est pas une forme de bras d'honneur que lui fait la Russie, là? La réponse du berger à la bergère. Ouais. Le plan en 10 points est très habile, hein, parce qu'on retrouve même des sommets du G20. Ouais. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, ce sont précisément des sujets du G20. Il parle aussi d'écocide, hein, puisque les questions d'environnement sont aussi au centre de l'actualité. Je trouve que c'est vraiment un plan très, très bien fait. Alors évidemment, c'est la vengeance par rapport à la chute de Kherson, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure après l'attentat contre le pont de Kerch. Alors, c'est apparemment plus de missiles encore. Déjà, après le pont de Kerch, on avait dit c'est dramatique, plus de 80 missiles. Toujours les infrastructures électriques, comme Olivier vient de le rappeler. Alors, je veux simplement faire le petit lien avec une résolution qui est passée sous silence de l'Assemblée générale des Nations unies, qui date d'hier. 93 pays ont estimé que la Russie devait payer pour la reconstruction. Et alors, ça donnera des arguments à ceux qui, dans l'Union européenne ou aux États-Unis, estiment que les milliards gelés sur les fortunes des oligarques qui sont gelés dans nos banques, sans parler des résidences sur la Côte d'Azur ou ailleurs, ou les yachts, tout ça pourrait être un jour cédé pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Les besoins vont être considérables, d'ailleurs, sont beaucoup plus élevés que les sommes dont je viens de parler. Mais c'est quand même symbolique. Alors, l'Assemblée générale ne prend pas de décision. C'est le Conseil de sécurité, évidemment. Le Conseil de sécurité ne peut rien faire à cause du veto russe. Mais c'est quand même un signe politique fort qui permettrait peut-être à la Commission européenne et au Conseil européen de poursuivre sa réflexion dans ce sens. Est-ce que le Vladimir Poutine, en bombardant, là, comme c'est le cas depuis quasiment 3 heures maintenant, ne se met pas encore un peu plus au banc? Ou est-ce que finalement, de la communauté internationale, je veux dire, ou est-ce que finalement, voilà, comme le disait à l'instant Olivier Weber, après moi le déluge? Je crois qu'il s'en fiche. Il ne veut pas perdre cette guerre. Je ferai quand même une remarque sur ce qu'il vient d'être dit. Général, excusez-moi, je vous coupe. Je ne veux pas perdre cette guerre, mais ce n'est pas en lançant 3 missiles sur Kiev, 4 sur Kremenchuk et 5 sur Kryvyi qu'il va gagner la guerre. Ça, il le sait quand même, Vladimir Poutine. Oui, mais alors là, dans un jeu, on est dans la stratégie. C'est-à-dire que là, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, il y a un moment où on utilise ces missiles pour faire passer un message. Bon, quand même, c'est un gros message. Moi, j'en vois plusieurs. Le premier, d'abord, il a toujours des missiles. Parce qu'effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on dit qu'il n'en a plus. Il est capable de les envoyer. On parle de missiles de croisière, ça veut dire qu'ils sont de haute technologie, capables d'utiliser le GPS russe et d'arriver là où on veut qu'il arrive. Donc ils peuvent partir de Russie, de Biélorussie ou de la mer Noire. 3000 km à 30 mètres du sol. Ils arrivent à la cible. Ils détruisent tout le système électrique. Et je regarde un petit peu, c'est m'est revenu un petit peu de mémoire en termes de stratégie militaire. N'oublions pas ce qu'ont théorisé les Américains dans les années 80, les 5 cercles de Warden, qui étaient effectivement détruire le commandement, détruire les infrastructures, faire pression sur la population et enfin détruire les forces armées dans le dernier cercle. Donc toute la stratégie qui est en train de mettre en œuvre Poutine sur le terrain ressemble beaucoup à ces stratégies américaines qui étaient développées dans les années 80, qui a été appliquée notamment en Irak. Maintenant, ils sont un peu, ils l'utilisent moins, mais c'est toujours la suprématie de l'arme aérienne ou des missiles. Et je voudrais quand même rebondir sur ce qui a été dit. Rapidement, parce qu'on est en ligne avec une députée en Ukraine. 30 secondes, 10 même. Je remarque qu'aujourd'hui, pour la première fois, c'est un pays qui va perdre
qui va finalement payer sa dette. Et ça fait des années que c'est plutôt les pays qui gagnaient, qui finançaient la reconstruction des États. En gros, pour faire simple. C'est quand même une nouveauté depuis bien longtemps. Il y a un précédent. Les finances de Saddam Hussein ont été utilisées pour reconstruire l'Irak. C'est vrai, en partie, oui. C'est Alona Shkroum qui est avec nous, qui est députée ukrainienne également, qu'on a aperçue sur le grand écran. La voilà. Bonjour à vous. Il me semble que vous parlez français, Alona Shkroum. Je voudrais avoir évidemment votre analyse sur ce qu'il se passe. Dites-moi déjà si les alertes continuent et si des missiles continuent de tomber quelque part sur le territoire ukrainien. Oui, bonsoir. C'est assez bizarre de moi de parler avec vous parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans votre studio, j'étais en mission diplomatique à Paris et à Bruxelles et je viens de revenir. Et c'est le premier jour que je suis revenue au centre de Kiev dans mon appartement. Il n'y a pas d'électricité maintenant. J'ai attendu, il y a quelques heures, j'ai attendu les explosions, les raquettes juste à côté de mon appartement. En effet, je sais que les raquettes russes frappaient un immeuble avec les personnes civiles, juste un immeuble résidentiel comme moi, où je me trouve maintenant. Et je sais qu'il y a en moyenne une personne qui était morte et beaucoup de personnes, j'ai peur qu'on était blessés. Et les sirènes continuent toujours. Les sirènes continuent sur presque tout le territoire de l'Ukraine. On a eu plus de 100 missiles russes, 100 missiles russes qui ont été déplacés sur tout le territoire de l'Ukraine. Et je sais qu'il y a les régions qui sont beaucoup frappées, comme la région de Khmelnytsk, c'est 3 à 4 heures de Kiev. Alors, on voyait pendant que vous parliez, là, on voit les images de l'explosion. On a vu de nouvelles images avec les ambulances, etc. Évidemment, on sait que les médecins et les secours sont sur place depuis tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de villes en Ukraine qui ont été frappées de façon simultanée, on le dit depuis tout à l'heure. On était avec Yuri Sak tout à l'heure, qui est l'un des conseils du ministre de la Défense, qui nous disait que 2 villes avaient pu être épargnées, en l'occurrence Mykolaïev et Odessa, sur lesquelles il y avait eu des frappes, mais où le bouclier anti-aérien avait fonctionné. C'est manifestement l'aérien, l'aviation russe, qui est leur point fort pour la Russie. Est-ce que ça vous inquiète ? Mais c'est que me inquiète. Et pour vous dire la vérité, c'était une réponse pas pour le Kherson, ce n'était pas une réponse pour nous, c'était vraiment une réponse à tout le monde entier. Parce que maintenant, il y a le G20 où Poutine a été invité. Et pour moi, c'est choqué que Poutine est membre de l'ONU, est membre de G20, est membre des autres organisations. Il les invite et il essaye de négocier avec un terroriste parce que tout Poutine qu'il a fait pendant les derniers 9 mois ou presque 10 mois, c'est vraiment les frappes terroristiques sur les personnes civiles, sur l'infrastructure énergétique de personnes civiles et tout ça. Et aussi, ce qui m'inquiète est que, mais vraiment, en 2 heures par avion de Paris et des autres capitales européennes, je suis au centre de ville, dans mon appartement, et il faut que je me couche, en effet, avec la lumière de batterie, parce qu'il n'y a pas d'électricité, avec mes chats, parce qu'il y a les raquettes russes juste à côté de mon appartement. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment un signe que quelque chose ne marche pas, que Poutine est complètement fou, qu'il est une terroriste. Tous les partis russes sont les partis terroristiques, parce qu'ils sont vraiment fait possible cette guerre. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter la présence de Poutine et la Russie dans l'ONU. Il faut arrêter la présence d'un G20. Et il faut faire beaucoup plus pour finir cette guerre. Parce que ça, c'est... non, mais on parle déjà de menaces nucléaires, on parle de menaces sur les personnes civiles. Ça, Poutine est complètement fou. Merci beaucoup, Alona Shkroum. Alors, on attend la réponse du G20, si tant est qu'il y ait une réponse, puisque votre président a demandé à ce que le G20 réagisse de façon rapide, justement, pour condamner ce qu'il s'est passé. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage à vous. On voit que vous êtes effectivement dans le noir. Olivier Weber, il y a une chose dont je voulais qu'on parle ensemble. C'est le général, tout à l'heure, qui nous disait, il faut quand même remarquer qu'aujourd'hui, il y a des frappes simultanées à peu près sur tout le territoire ukrainien, mis à part ceux qui sont encore contrôlés par les Russes. On rappelle juste qu'hier, Zelensky était à Kherson et que donc si on avait voulu taper Kherson hier, ça aurait été possible. Ça veut bien dire qu'il y a effectivement une volonté de faire passer un message particulier aujourd'hui qu'on n'a pas passé hier, le message.
Oui, je crois. J'étais surpris surtout de voir Zelensky, non pas à Kherson, parce qu'il était au moins 3 fois sur la ligne de front, mais sur cette place, on voit très bien en cyrillique, donc Kherson. Donc en fait, on sait très bien aussi, sur la place de l'indépendance, il eût été facile avec des informateurs de frapper là. C'est courageux, effectivement, il prend des risques. Mais ce qu'il faut voir aussi par rapport à votre question, c'est que c'est la réponse de Poutine aussi à ce qui s'est passé quelque part au G20, entre Xi Jinping, Emmanuel Macron et puis d'autres pays, à savoir non à l'arme nucléaire. Nous, les Chinois ou les Indiens ou les alliés, on va dire jusqu'à présent, ceux qui se sont abstenus, ceux qui n'ont pas critiqué, en tout cas la guerre de Poutine, la guerre d'agression menée en Ukraine, eh bien là on dit non à l'arme nucléaire. Qu'est-ce que fait Poutine ? Eh bien il va jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout, c'est pas évidemment l'usage de l'arme nucléaire, parce que là on lui a dit attention, c'est dangereux pour tout le monde. Il y a eu des messages d'ailleurs lancés aussi par les Américains au service secret russe sur les représailles éventuelles en Ukraine et en Russie, et donc on bombarde. Et là il y a deux éléments sur le temps. Il y a le court terme, la vengeance. Kherson est tombé. Il y a de l'autre côté du Dniepr, donc en fait, si on regarde la carte, on ne voit peut-être pas. Novakhovka, absolument, qui est en train de tomber, qui est évacuée par les Russes. Alors, ça veut pas dire que les Ukrainiens sont passés. Je crois qu'on en a une autre de carte pour qu'on puisse regarder. On est sur la rive orientale du Voilà, Dniepr. absolument. Alors, on croit deviner Kherson, qui est en dessous de l'impact de Krivy Rih. En amont de Kherson, en fait. Et en fait, il y a deux attaques lancées. D'une part, cette pointe qui monte au-dessus de la Crimée, vous voyez, pas loin d'Odessa. Donc là, il y a des attaques actuellement là par les Ukrainiens. Il y aurait eu une tentative de débarquement ce qui est pas intéressant. Et puis deuxièmement, donc à l'est, je vais dire, de Kherson, on va peut-être voir la ville dans un instant. Oui, on va la voir, on est en train de la charger. Et ça veut dire qu'on se venge du côté Sourovikine, donc le chef des armées en Ukraine, puis deuxièmement de la part de Poutine. Et puis deuxièmement, c'est la politique, ce que disait le général tout à l'heure, sur le long terme, l'inverse de la théorie américaine d'il y a 40 ans, c'est la terre brûlée. On déménage tout, on brûle tout, et on voit après. Et donc c'est un signal très clair de la part de Poutine. Ce qui avait été fait à Mariupol, d'ailleurs. C'est ce qui avait été fait à Mariupol. Ils ont rasé la ville. Voilà, et on peut s'attendre aux mêmes choses si jamais l'armée ukrainienne avance vers l'Ukraine, donc vers la Crimée, pardon, donc au sud de Kherson, et puis bien sûr en direction de Mariupol et de Melitopol. Ce qui est tout à fait possible maintenant. On est dans une vraie dynamique de l'avancée de la victoire de la part des Ukrainiens. Ouais, pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est que donc Kherson, quitté par les Russes la semaine dernière, on l'a beaucoup commenté. Et aujourd'hui, en fait, juste avant cette émission et juste avant d'apprendre que ça tapait sur le pays, on était parti effectivement sur Nova Kakhovka, le voilà ici. Là, c'est très important parce qu'on est sur la rive orientale, donc la rive qui est tenue par les Russes. Oui. Et en fait, donc c'est pas les Ukrainiens qui sont arrivés là, ce sont les Russes qui ont évacué. Ce qui ne veut pas dire que les Ukrainiens ont franchi, parce qu'ils sont à portée de canon, mais en tout cas que les Russes partent, c'est un signal très très fort. Et il y a à ce moment-là le fameux barrage. Le fameux barrage avec l'eau pour la Crimée. Qui a été un peu abîmé, sans doute par les Russes, il y a quelques jours. Voilà. Et on a par ailleurs, à Donetsk, donc là on est dans le Donbass, les Russes qui demandent aux populations civiles d'évacuer. Donc effectivement, on voit que sur le terrain, il se passe des choses. Alors est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère ? Peut-être, sans doute. Manifestement, on me dit à l'instant qu'il y a eu des frappes ukrainiennes, cette fois-ci dans la région russe de Belgorod. À l'instant, ça tombe, il y a 2 morts. Alors là, on est en Russie. Là, c'est l'Ukraine qui tape en Russie. On est à côté de la frontière, on est d'accord, de l'autre côté de Kharkiv. On commence à bien connaître la géographie. Il y a un risque d'escalade là ou pas ? C'est la réponse. On parle du berger à la bergère, de la bergère au berger. Je pense qu'on est dans un phénomène d'escalade potentielle. Dangereux ? Dangereux, peut-être militaire. C'est la guerre. Donc actuellement, il y a un affrontement des volontés. De part et d'autre, de toute façon, on ne veut pas négocier. Chaque fois qu'il y a une tentative, on penserait que ça puisse se faire de l'autre côté. Ça ne se fait pas. Il y a une mise en jeu de moyens supplémentaires qu'on ne voyait plus. Donc on est parti pour, à mon avis, une nouvelle escalade. Et puis je crois qu'il y a un enjeu. On a toujours parlé de l'hiver qui arrivait, mais je crois qu'aussi que l'armée ukrainienne, ayant eu des succès, veut exploiter les succès. Et son but, c'est ça, c'est d'exploiter avant l'hiver. Parce que tout ce qui n'aura pas été fait d'ici là, ça sera très difficile au printemps prochain. Donc voilà, ils vont essayer de le faire. Dans le sens de ce que dit le général, ce que disait Olivier tout à l'heure, ils ont quand même senti cette fatigue occidentale. Il y a quelques messages passés de Washington, notamment du chef d'état-major des armées. Certes, l'aide continue. Peut-être que les midterms ont été finalement plus favorables qu'on ne le craignait pour Biden. Mais le flux financier, le flux d'aide militaire va peut-être s'estomper. Le succès de Kherson est un argument pour demander davantage d'aide. Mais il faut qu'il soit suivi, en dépit de l'hiver, d'autres avancées pour que soit maintenue l'aide. Alors pour Belgorod,
là, en général, les Occidentaux et les Américains mettent un peu en garde. Parce que là, on est sur le sol. Vous vous souvenez de la portée des missiles HIMARS, il n'était pas question d'aller au-delà de 80 km.